cette présentation est enregistrée, donc toutes vos interventions orales sont donc enregistrées et elles seront diffusées sur notre site internet. Pour toutes vos interventions, on vous conseille de privilégier plutôt le chat, c'est la petite bulle qui est en haut à droite sur votre écran. Et j'ai avec moi Hélène qui est modérateur et qui va m'aider à coordonner vos questions. Donc, je ferai des pauses. Le but, c'est, malgré la distance et la digitalisation de cette présentation, que l'on essaye quand même d'avoir des interactions. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre encore 30 petites secondes et on va démarrer. Je pense qu'on a déjà pas mal de monde. Ok, bon, je vois plus personne qui attend. Alors, donc aujourd'hui, après notre travail sur la gestion du surplus la semaine dernière, on va travailler sur la gestion d'énergie versus la batterie virtuelle. C'est vrai que lorsqu'on a lancé le produit de batterie virtuelle, il y a eu un réflexe de dire à quoi ça sert de continuer à optimiser puisque de toutes les façons, on stocke dans le cloud notre énergie. Et donc, on va un peu comprendre pourquoi il faut continuer. Et c'est absolument un couple qui va ensemble. Gestion d'énergie et pas batterie virtuelle. C'est un et pas un ou. Petit rappel de qui est MyLight Systems. Donc, MyLight Systems, on est fabricant de systèmes en autoconsommation solaire. L'entreprise a été créée avec la vision de transformer les bâtiments, qui sont aujourd'hui l'une des premières sources de consommation d'énergie, en une source de production d'énergie. Et pour cela, on développe des produits d'autoconsommation solaire, donc photovoltaïque, qui vont de la production, on a parlé en tout début de cette série de webinaires de panneaux solaires bivers, entre autres, à l'optimisation, dont on a déjà parlé plusieurs fois avec nos algorithmes propriétaires Greenplay plus spécifiquement, au stockage qui est la batterie virtuelle. Et cette batterie virtuelle s'accompagne nécessairement de sujets de fourniture d'énergie. Tous ces services et produits sont connectés et donc vous avez la dernière brique qui est la supervision, qui est donc l'accompagnement dans le temps de nos autoconsommateurs via des outils numériques. Après ce court rappel, alors, à quoi sert déjà l'optimisation? Et un rappel, et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais c'est important de le redire. Le kilowattheure le moins cher dans le cadre d'autoconsommation, alors vous allez me dire c'est celui qu'on ne consomme pas, donc on ne génère pas, dont on n'a pas besoin, oui. Mais si vous avez un besoin en électricité, le kilowattheure le moins cher est bien le kilowattheure autoconsommé en instantané et qui ne passe pas par le réseau. Parce qu'on est en circuit court, il n'y a déjà aucune perte en ligne, on est sur un rendement parfait puisque vous avez une toute petite distance de câble entre votre panneau et votre maison. Ce n'est pas un kilowattheure qui va passer par tout le réseau électrique externe de la maison. Il ne vient pas de la centrale hydroélectrique qui a des milliers de kilomètres. Donc, c'est vraiment le kilowattheure le plus efficace et efficient. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce constat-là, il y a déjà une main qui se lève. Oui, Madame Specker? J'espère que je n'ai pas... Bon, j'espère que je n'ai pas mangé votre nom. Est-ce qu'il y a de questions? Non. Bon, c'est peut-être une erreur. Alors, je reprends. Donc, une fois qu'on a dit ça, que le kilowattheure le moins cher était le kilowattheure autoconsommé, tout le sujet qui a été donc le webinaire sur le Greenplay est de savoir comment est-ce que j'arrive à augmenter le nombre de kilowattheures autoconsommés en instantané. Vous avez déjà vu plusieurs fois ce graphe, mais je le remets parce qu'il est essentiel de se dire comment il faut en fait déplacer ces charges qui sont déplaçables, et on va en parler un peu plus loin dans la présentation. Quelles sont ces fameuses charges déplaçables pour essayer d'augmenter la quantité d'autoconsommation de la production solaire. Et faire ce travail-là va permettre d'augmenter le taux d'autoconsommation, qui veut directement dire baisser le coût du kilowattheure. Je remets une formule que je vous avais présentée la semaine dernière. Qu'est-ce que nous appelons, nous, le coût de revient du kilowattheure
utile, donc le kilowattheure qui est utilisé, on exclut le kilowattheure qui est de surplus qui est réinjecté dans le réseau, qui est surtout ce qui est souvent le calcul qu'on fait. Hein. Donc souvent quand on vous calcule le coût du kilowattheure solaire, on oublie ce taux d'autoconsommation et on se rend compte là pour faire ces deux graphes que vous voyez sur votre gauche, j'ai utilisé notre outil ProSizer. On se rend compte que le taux d'autoconsommation, avec ou sans gestion, a quasiment, à peu près plus de 20% d'écart entre, entre une installation qui est gérée, donc qui a fait ce travail de déplacement de charge, et qui n'est pas gérée. Ça veut dire que ces 20% de kilowattheures autoconsommés en instantané en plus vont vous amener, vont maximiser vos économies et minimiser ce coût de revient du kilowattheure puisque vous retrouvez votre taux de consommation ici. Alors, ces graphes sont faits pour une maison de 120 mètres carrés à Lyon qui consomme 10 000 kWh avec 3 kW crête. C'est une maison qui a donc un chauffage de type électrique. Je crois que je suis dans le cas d'une pompe à chaleur ici. Et cette courbe, elle va être unique pour chaque installation et chaque profil d'installation. Vous n'aurez pas la même si vous avez un ballon thermodynamique ou un ballon électrique. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on vous encourage vivement d'utiliser le ProSizer qui vous permet de faire ces calculs. Donc, j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler parce qu'on a l'impression, et c'est pour ça que je vous ai mis le slide suivant, la batterie virtuelle, qu'on a un stockage maintenant de 100, 300, 600, voire 1800 kWh avec la batterie virtuelle. Donc, ça paraît presque infini. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je m'embête à autoconsommer? En fait, à partir du moment où vous optimisez, vous avez moins besoin de stockage. Vous avez vu comme votre taux d'autoconsommation augmente dès que vous optimisez, on l'a vu de 20%, et ben ce sont 20% de kilowattheures en moins qui devront passer par la batterie ou qui s'accumuleront dans la batterie. Le stockage que vous voyez là, il a un coût, il y a un forfait qui est aligné à chaque stockage et qui augmente avec la capacité de stockage, exactement comme une batterie physique. Donc, si vous arrivez à avoir besoin d'une toute petite batterie parce que vous optimisez au maximum, vous arrivez à baisser votre coût de revient du kilowattheure. On a fait un petit exercice sur le slide suivant pour calculer justement quel est le coût de revient de la capacité de stockage. Alors, on est bien sur la capacité, pas sur le coût de revient de tous les kilowattheures stockés. Donc, je ne vous ai pas fait l'affront de remettre mon schéma avec la baignoire de la semaine dernière, mais j'aurais peut-être dû. Donc là, on a dit une batterie, elle fait 7 kWh, par exemple la batterie LG que vous voyez ici. Si je prends son coût de revient d'investissement matériel par rapport à sa durée de vie, hein, on a pris 10 ans pour comparer des choses qui sont comparables. Alors, je reviendrai sur le commentaire juste à côté. Donc, si on prend le coût de revient du kilowattheure de la capacité, sur une batterie physique, on va être entre 2000 et 1000 euros du kilowattheure sans l'onduleur chargeur, hein, vraiment en purement coût de capacité de stockage. Dès qu'on passe sur la batterie virtuelle, avec le coût du forfait inclus hein, et l'investissement initial qui est donc la box Smart Battery et l'outil le produit de monitoring qu'on vous demande, on va être sur du 26 euros du kilowattheure en capacité. Ce n'est pas du tout en usage. Alors, je vais répondre tout de suite aux commentaires sur le coût du forfait est assez élevé, il plombe vite la rentabilité. Bien évidemment, je ne suis pas du tout d'accord. Si vous faites un calcul extrêmement rapide, si je retourne sur le slide d'avant, je prends ma 100 kWh, elle coûte 15 euros par mois pour faire ce stockage. Si vous faites 15 euros par mois et que vous regardez les kilowattheures que vous économisez, donc on est 1 kWh stocké égale 1 kWh économisé, donc vous allez économiser 18 centimes d'euros par kilowattheure pour chaque kilowattheure qui rentre dans cette batterie. Et je ne prends aucune hypothèse de hausse de l'électricité aujourd'hui. Je fais simplement mes 15 euros divisé par 0,18 et j'arrive à 83 kWh ou 1000 kWh par an. Donc, ça veut dire que si je fais passer 1000 kWh
si je stocke 1000 kWh dans ma batterie virtuelle sur l'année, j'ai rentabilisé mon forfait. Donc, et je ferai des économies juste avant. Donc, si je retourne, je vous fais revenir à tous mes slides en arrière, pas de problème. Si je retourne sur mon slide ici, donc là, dans mon cas, 1000 kWh sur un 3 kg, c'est un peu moins de 3%, de 30% de sa production. C'est plutôt même 25%, 20%. Donc, si vous avez un taux d'autoconso qui passe de 75% à 100% avec la batterie virtuelle, vous faites des économies avec une batterie virtuelle par rapport à la simple gestion. C'est pour ça que je dis que la gestion, c'est bien le kilowattheure le moins cher, puisqu'il n'y a pas ce fameux forfait dont vous parlez. Mais le forfait est aujourd'hui calculé pour qu'il soit économiquement intéressant pour le client d'utiliser une batterie virtuelle. Je rappelle, le but de MyLight Systems n'est pas de vendre un maximum de forfaits d'électricité, c'est d'aider les gens à maximiser leur centrale photovoltaïque tout en gardant une rentabilité. Et c'est comme ça qu'ont été construits les forfaits. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ce premier commentaire. Est-ce que vous trouvez le forfait maintenant plus abordable? Je rappelle, en moins de 1000 kWh par an, vous avez rentabilisé votre forfait à 15 € par mois TTC. Au prix actuel de l'électricité, sans prendre en compte les hausses, sachant que le kilowattheure, 1 kWh stocké, 1 kWh économisé est indexé à la hausse du prix du kilowattheure. Vous pouvez d'ailleurs faire tous ces essais dans le ProSizer, puisque dans le ProSizer, vous pouvez mettre les coûts récurrents. Et quand je fais ce travail ici sur ce slide, les coûts récurrents sont pris en compte. Donc, nous n'essayons pas de masquer le forfait. Dans tous nos calculs de rentabilité, nous intégrons le coût du forfait. Donc, monsieur Olivier, puisque je n'ai pas votre nom de famille, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, je vois vos commentaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, que le kilowattheure bas cher, c'est le kilowattheure optimisé, puis le kilowattheure stocké dans la batterie virtuelle, hein, vous l'avez vu avec les comparaisons, quel kilowattheure est-ce qu'on peut optimiser concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Qu'est-ce qu'on peut déplacer? Je vous ai remis une autre source, on m'avait demandé mes sources la semaine dernière, donc je vous remets une autre source de répartition des consommations et des dépenses d'énergie au sein d'une maison française. Donc, il y a des choses qui sont assez évidentes. C'est le chauffage qui est un gros sujet d'optimisation, donc on va en parler. Je vous ai remis une analyse R&D, de la R&D EDF à gauche et de l'autre, c'est l'enquête EFI qu'ils font chaque année sur la facture de chauffage. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du photovoltaïque, on va faire de l'électricité. Donc, on va pouvoir aider les gens qui ont la plus grosse facture de chauffage de l'année. C'est les fameux 1 800 € par an. Et la batterie virtuelle est particulièrement pertinente pour les gens qui sont au chauffage électrique, puisque, comme vous le savez, le kilowattheure que vous allez produire l'été, vous pouvez le garder jusqu'à votre saison d'hiver dans la batterie virtuelle et ce sera déduit en 1 pour 1 sur votre facture. Donc, il y a avant tout le chauffage. On fera un zoom sur les autres appareils électriques qui sont quand même 20%. Il y a l'eau chaude. Hein. Là, on parle d'un seul appareil à contrôler et vous gérez 11% en moyenne d'une consommation. Donc, c'est absolument énorme. La cuisson commence à prendre de plus en plus de part avec la partie vitrocéramique. Bon, là, la cuisson, clairement, on ne peut pas faire grand-chose. Si les invités arrivent à 8 h du soir, vous allez commencer à cuisiner à 7 h. Et là, il faut aussi savoir reconnaître que l'optimisation ne peut pas tout déplacer en journée, mais d'où le couple optimisation et batterie virtuelle. Alors, le chauffage, voici une première possibilité et un premier exemple de gestion. Donc, il ne faut pas croire que le chauffage est incompatible avec le photovoltaïque. C'est souvent une idée reçue que l'on a parce qu'on se dit ah ben, le chauffage, c'est l'hiver, c'est le moment où je ne produis pas, alors que je produis en été. Déjà, vous ne produisez pas rien en hiver, vous produisez certes moins, mais il y a toujours une production, ça c'est important à le rappeler. Et ensuite, il y a toute une période d'intersaison, une période comme en ce moment, hein, on a un mois de mai qui
qui est particulièrement frais et vous allez avoir des jolies productions, vous allez commencer à avoir des jolies productions photovoltaïques et peut-être encore un appoint de chauffage. Donc, le photovoltaïque va pouvoir faire plusieurs choses pour l'optimisation. L'optimisation du chauffage va permettre plusieurs choses pour améliorer les performances. Déjà, vous allez avoir naturellement une couverture de la consommation d'électricité en journée. Donc ça, c'est même sans optimisation, vous en avez une part. Mais le travail qui peut être fait avec le photovoltaïque, c'est un travail d'atténuation du pic de consommation du soir en utilisant l'inertie de la maison. L'idée est simple, l'idée est de préchauffer au moment où vous avez de la puissance disponible en journée. Et ce préchauffage, votre maison, elle a une grosse inertie. On parle souvent de 1 degré en 24 heures pour les maisons bien isolées. Donc, vous allez pouvoir, en préchauffant pendant qu'il y a du soleil, éviter ce pic de 19 heures, ou en tout cas atténuer le pic de 19 heures, qui est le moment où vous rentrez chez vous et où vous voulez remonter la maison en température. Donc vraiment, il ne faut pas croire que le photovoltaïque est impuissant face à l'optimisation de chauffage. Et là, j'ai été très orientée radiateur électrique. C'est encore plus intéressant quand vous êtes sur des pompes à chaleur avec des consommations longues sur toute la plage de journée. Et on voit que nos clients en pompe à chaleur ont des vraies performances avec leur photovoltaïque. Par contre, c'est vrai, comme vous avez un peu moins de consommation en hiver, il va falloir augmenter la puissance du kit. Aujourd'hui, on a dans ce sujet du 3 kg qui est un peu faible, voire beaucoup trop faible dans beaucoup de cas de consommation de maison pour traiter ces consommations d'hiver. J'ai rappelé aussi un point important, ce n'est pas parce qu'on fait du photovoltaïque et de l'autoconsommation qu'il ne faut faire que ça. On peut aussi travailler sur la diminution des consignes de température la nuit au moment où vous ne vous en rendez pas compte, parce que je rappelle une règle importante du chauffage, baisser de 1 degré Celsius permet de faire 7% d'économie d'énergie. Donc si la nuit vous passez votre salon de 21 degrés à 18 degrés, vous économisez 20% de consommation pendant cette plage horaire. De baisse de température. Donc, on pense vraiment que autoconsommation et gestion d'énergie sont un couple qui va ensemble, ce n'est pas l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie gestion de chauffage? Non, je ne veux pas de commentaires. Petite parenthèse commerciale, je le fais rarement en webinaire, mais sachez que MyLight a toute une gamme pour gérer toute une série et typologie de chauffage. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Je ferme ma parenthèse commerciale que je ne fais pas normalement dans ces webinaires. Alors, après le chauffage qui était donc 60% sur notre graphe, le chauffe-eau, donc on en a déjà beaucoup parlé lors de Greenplay. Je vais passer rapidement, mais je vous remets quelques chiffres. Si vous gérez bien le chauffe-eau, vous arrivez à traiter une consommation qui coûte 400 € à vos clients par an lorsqu'on est sur du chauffe-eau électrique. Et si vous reprenez les chiffres qui avaient été calculés lors du webinaire sur le Greenplay, à partir du moment où on couvre un peu plus de 20% de la consommation du chauffe-eau avec le solaire, il est plus économique de le mettre en journée au meilleur moment. C'est pour ça que je vous ai mis des graphes de jours où il ne faisait pas très beau. On a l'impression que ce n'était pas intéressant de mettre le chauffe-eau en journée dans les jours que vous voyez là, qui sont des jours de février. Mais en réalité, il y a suffisamment de la consommation du chauffe-eau qui était couverte par le photovoltaïque pour qu'il soit intéressant que le Greenplay tourne en journée dans ces deux exemples. Volontairement, j'ai pris une fois de plus des cas de février. C'est aussi pour vous montrer qu'il est très difficile de faire ça manuellement ou à la main ou avec un timer, puisque cette limite des 20 et quelques pourcents n'est pas évidente, puisqu'elle demande un certain calcul. C'est pas évident de se rendre compte à quel moment est-ce qu'on a dépassé ces 20 et quelques pourcents, d'où l'importance de notre programme Greenplay et de nos algorithmes. Voilà pour le chauffe-eau. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à revoir une fois de plus le webinaire sur le Greenplay qui parle plus amplement de sujets chauffe-eau. Alors là, on a traité le chauffage, on a traité le chauffe-eau. Il y a encore d'autres sources d'optimisation.
Je vous ai mis volontairement une voiture électrique. Alors, je cite en vrac les piscines. Une piscine non chauffée, c'est à peu près 400 euros d'électricité par an, 900 euros quand elle est chauffée. Et c'est typiquement quelque chose que vous pouvez mettre en journée quand vous avez du photovoltaïque et qui vous permet de faire des économies. Je mets jacuzzi parce que étonnamment, c'est une des grosses demandes de nos clients, hein. Ils ne se rendent pas compte qu'un jacuzzi, c'est pareil, c'est autour des 700 euros d'électricité par an. Il y a tout un tas de pompes. Vous pouvez avoir des pompes de puits, des pompes de relevage. Enfin voilà, il y a un certain nombre de pompes qui sont aussi des potentielles sources d'optimisation. Et tous ces éléments-là, vous pouvez le faire gérer de manière automatique. Ce sont des éléments qui peuvent être déplacés en journée en fonction de la production sans aucun impact de confort. Et j'ai mis et demain voiture électrique. Alors pourquoi et demain? C'est parce qu'on est encore sur un parc assez timide de voitures électriques en France. C'est en train d'accélérer. Donc ça va vraiment être l'enjeu de l'optimisation de demain. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, parce que on les a pas toujours en tête. Tout à l'heure, je vous parlais des batteries stationnaires qu'on nous vend avec les panneaux solaires, qui étaient autour de 10 kWh de capacité pour les plus grosses. Une voiture, c'est 41 kWh. Donc là, on multiplie par 4 la capacité de stockage d'un élément qui va être potentiellement connecté tous les soirs chez vous, les week-ends, qui va être connecté au bureau. Donc, gérer correctement la charge en prenant en compte le défi de l'usage d'une voiture électrique va être absolument clé et va être vraiment le défi de demain pour l'autoconsommation et pour augmenter les performances. Donc, c'est des sujets qui sont à regarder de très très près. J'ai mis la voiture, mais j'ai quand même mis la trottinette et le vélo, parce que ça, c'est un peu plus démocratisé. Il y a quand même des petites batteries, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Mais c'est important de l'avoir en tête. Donc oui, on peut contrôler la charge et décharge de son vélo, c'est mieux de le mettre en journée, mais ce n'est pas non plus ce qui va changer énormément les performances. Enfin, je voulais terminer sur les fameux 20%. On a l'impression qu'on ne peut rien faire sur ces 20% de la facture, qui sont donc tous les appareils domestiques. Là, c'est les appareils domestiques hors chauffage au chaud des cuissons, hein, donc c'est le complément du graphe précédent. Il y a tout un tas d'éléments où on se dit, oui, mais comment concrètement on fait? Alors, on peut le faire de manière automatique avec des prises connectées qui vont allumer et éteindre les gros appareils, par exemple. Oui, il faut supprimer la télé, c'est une très bonne remarque. On peut supprimer la télé. Là, avec le télétravail, je pense que l'électronique, entre autres, il faudrait remettre à jour ce graphe qui date de 2017, parce que je pense que l'électronique a pris une grosse... Enfin, l'informatique est bien plus que 10% aujourd'hui dans la vie des gens. Bon, au-delà de supprimer la télé, qui est une méthode, hein, on peut aussi augmenter le nombre de couvertures sur son lit et baisser le chauffage de manière drastique. Il y a quand même... il y a un certain nombre d'études qui sont très intéressantes et vous avez dû entendre parler tous des consomme-acteurs, qui est souvent un très grand mot et on se dit oui, les gens ils font ça 2 jours et après ils arrêtent. Mais il y a aujourd'hui des études très sérieuses qui commencent à sortir. Là, vous avez une étude qui a été faite aux États-Unis et au Canada. Je n'ai pas trouvé l'étude équivalente avec la même ampleur en France, qui a été faite entre 1995 et 2010, donc sur 15 ans. Donc c'est vraiment quelque chose sur le long terme et qui montre que si l'on informe en temps réel les gens sur leur consommation, alors, au niveau global, hein, ce que fait la solution MyLight, par exemple, vous avez votre solution, vous avez par défaut votre consommation globale, mais surtout au niveau local. Donc, si on commence à mettre des sous-compteurs, ce qui est quand même un geste très peu cher et facile quand on installe une installation en autoconsommation solaire, eh ben, vous pouvez permettre de faire 12% d'économie sur le long terme à vos clients. Mais une fois de plus, on parle de en temps réel et je tiens à le souligner parce que il y a eu au moment de la communication sur le Linky et l'importance du déploiement du Linky, le fait de dire le Linky va aider les gens à faire des économies d'énergie. Le Linky, vous n'êtes pas en temps réel. Le Linky, vous êtes une fois la consommation réalisée. Donc vous êtes après coup. Et on voit et en plus vous êtes sur des choses globales. Donc vous voyez qu'il y a quand même plus de 4%, il y a 4% d'écart entre l'impact d'une information
après coup et d'une information locale, temps réel et spécifique à chaque appareil. Donc c'est vraiment un point que je voulais souligner parce que souvent on entend dire c'est entre 10 et 20% de baisse de consommation le fait qu'il y ait du monitoring. Aujourd'hui, vous avez des études sérieuses qui ont été faites dans la durée, donc c'est quelque chose qui reste. C'est que si vous monitorez et que vous donnez l'information de manière facile à vos clients, vous allez pouvoir leur faire des économies sur ces 20% qui paraissent difficiles à gérer. Et c'est pour ça que si on reprend un peu le produit My Light Systems, on a la possibilité de regarder appareil par appareil la consommation. C'est très important d'aller à ce niveau de détail-là. Le temps tourne, je voulais finir sur une ouverture pour vraiment renforcer le message que la batterie et l'optimisation, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Si vous prenez un site isolé, en général, on dimensionne en fonction du besoin. Alors là, on est en Amérique du Sud, donc on est sur des petits panneaux anciens, mais c'est quelque chose d'important. On a tendance à dire, eh ben, je dimensionne mes consommateurs en fonction, je dimensionne ma batterie en fonction de la consommation maximale de tout ce que j'ai dans ma maison. C'est comme ça qu'on dimensionne un site isolé. Donc, je regarde combien consomme en cumulé mon chauffe-eau et ma télé et mon frigo et mes lumières. Avec l'optimisation, vous pouvez être dans du ou, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en cascade toutes ces consommations et donc avoir besoin de moins de batterie pour la même efficacité et la même performance. Nous arrivons au bout de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'essaye toujours de garder 2 petites minutes pour les questions. Et si vous voulez que je revienne sur certains chiffres, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres dans toutes mes présentations, je vous rappelle au passage, j'en profite pour que la semaine prochaine, donc j'ai été alpaguée cette semaine sur le coût du forfait et la rentabilité du produit de la batterie virtuelle. La semaine prochaine, on est exclusivement sur ce sujet-là. Quelle rentabilité pour le client? On va pouvoir regarder différents profils de clients, à quel moment c'est rentable, pas rentable. Mais une fois de plus, il faut bien faire batterie virtuelle et optimisation. Collectez-vous la conso temps réel de chaque appareil. Vous pouvez appareiller, oui, avec My Light Systems, les appareils, mais il est évident que aujourd'hui, les appareils n'étant pas tous connectés, il faut rajouter un compteur connecté. Nous, ce sont des petits sous-compteurs qui sont en RS485, donc qui se connectent au produit principal, la MG3, et que vous pouvez parfaitement rajouter dans votre offre pour un surcoût extrêmement modéré par rapport à l'impact des fameux 12% de baisse de consommation. Voilà, donc c'est de l'appareillage en plus. Eh bien, la session touche à sa fin. Je ne vois pas d'autres commentaires. J'espère que je continue à vous apporter des informations que vous n'avez pas l'habitude de croiser et que je continue à vous intéresser. N'hésitez pas à regarder notre replay dont Hélène vient de mettre le lien dans le chat. Et à la semaine prochaine pour justement ces sujets de rentabilité et batterie virtuelle. Très bonne journée à vous. Au revoir.